Bonjour à tous, donc, je vais vous présenter un projet de recherche qui porte donc, sur l'impact de la fascination sur la propagation des ultrasons pour la neuromodulation. Je vais également faire entrer ceux qui sont en salle d'attente. Voilà. Alors, petit souci technique. Il faut faire passer les slides, ok. Ok, normalement, donc d'abord, je vais vous présenter donc, le contexte de mon projet, notamment vous présenter ce que c'est la neuromodulation, vous présenter ce que c'est les neurones et le lien avec les ultrasons. Ensuite, je vous présenterai les objectifs de mon projet, puis le matériel et la méthode utilisée, et ensuite je vous parlerai de mes résultats, notamment je vous parlerai de l'impact de la plastination sur la propagation des ultrasons à travers des crânes pour des objectifs de neuromodulation. Et ensuite, je vous présenterai les résultats sur un modèle d'algorithme qui permet de retrouver les paramètres structurels d'un crâne grâce à des courbes justement obtenues en transmission. Enfin, je conclurai et je vous laisserai me poser des questions si vous en avez. Aujourd'hui, les maladies neurodégénératives sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause de décès dans les pays développés. En fait, ces maladies, elles entraînent la dégénérescence puis la mort des neurones. Donc, contrairement aux autres cellules du corps, les neurones, ce n'est pas des cellules qui vont se régénérer tout seules. Et donc, ça va entraîner un dysfonctionnement physique et psychique chez les patients et ça va demander de fortes ressources de la part des proches des patients et de la part de la société. Donc, parmi les plus connus, il y a la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, et puis les maladies avec des troubles du comportement et des troubles psychiques comme la dépression et les TOC. Aujourd'hui, pour ces maladies, il y a des traitements qui sont pour le moment partiels, donc qui servent seulement à soutenir les patients et leurs proches. Mais on a vu voir apparaître de nouveaux traitements, des traitements dits de neuromodulation, qui permettent d'agir directement sur les neurones et donc d'avoir un impact plus précis pour aider à la guérison de ces maladies. Qu'est-ce qu'un neurone? Un neurone, c'est une cellule du système nerveux, donc notre corps il en possède des milliards. On n'en a pas que dans le cerveau, il y en a dans tout le corps. Ils sont spécialisés dans la communication et le traitement de l'information. Donc, comment ça fonctionne? En fait, quand les neurones vont recevoir un stimuli électrique, et si ce stimuli électrique il est suffisamment important, alors le neurone il va le transmettre aux autres neurones auxquels il est relié, et ça va faire une réaction en chaîne, et ça va entraîner donc un mécanisme sur notre corps, un mouvement, le battement de notre cœur, la respiration. Et la neurostimulation, c'est le fait de stimuler de façon artificielle les neurones directement dans le cerveau. Aujourd'hui, il y a déjà des traitements de neuromodulation qui sont mis en place. Donc, il y en a trois qui sont les trois plus connus. Donc, c'est la stimulation cérébrale profonde, la stimulation transcrânienne à courant direct et la stimulation magnétique transcrânienne. Le souci de ces méthodes, c'est qu'elles doivent trouver un compromis en fait, entre l'invasivité de la méthode, donc le fait de devoir opérer, et la zone ciblée par la méthode et aussi la précision de la méthode. Et il y a une nouvelle technique de neuromodulation qui est apparue ces dernières années, c'est la neuromodulation par ultrasons, qui a l'avantage de ne pas nécessiter de chirurgie, d'être très précise et de pouvoir avoir une influence sur l'ensemble du cerveau, de cibler des zones, peu importe la profondeur du lieu dans le cerveau. Donc, la neurostimulation, ça agit avec des ultrasons dits focalisés. Donc, c'est comme quand on utilise une loupe avec les rayons du soleil qui vont se focaliser en un point et ça va créer un échauffement. Mais là, c'est pareil avec l'utilisation des ultrasons. Les ultrasons, ils sont largement utilisés dans le médical aujourd'hui. D'abord pour des outils de diagnostic, ça va permettre de cartographier l'intérieur du corps, donc avec différentes gammes d'intensité. Donc, parce que la cartographie du corps, on va être plus dans des
gamme faible d'intensité. Puis avec des intensités plus élevées, on va pouvoir agir sur le corps, donc agir mécaniquement. Par exemple, pour casser des cailloux qui pourraient obstruer certains canaux de notre corps. Et la neuromodulation va se trouver dans une gamme de fréquences intermédiaires et une gamme d'intensité intermédiaire entre ces deux domaines d'application des ultrasons. L'avantage, c'est qu'ils sont non invasifs, donc il n'y a pas besoin de chirurgie pour les utiliser. Il n'y a pas de radiation, ça permet d'agir profondément dans le corps. On peut visualiser des zones cachées avec, et surtout, ils peuvent être couplés avec d'autres méthodes d'imagerie pour voir exactement ce qui se passe dans le corps. Le seul bémol avec les ultrasons, c'est que certains milieux, notamment les os et donc le crâne, dans le cadre de la neuromodulation, vont fortement absorber le signal et aussi le diffracter et provoquer des aberrations. Donc il y a une nécessité de faire beaucoup d'expériences pour bien comprendre comment ça fonctionne, la neuromodulation par l'ultrason. Donc il faut faire des tests. La première idée, ce serait de faire des tests sur des humains, mais vu qu'on ne maîtrise pas encore la technologie, on va oublier cette partie pour le moment. Ensuite, on pourrait faire des tests sur les animaux, mais là, pareil, en fait, on ne peut pas comprendre. Pour le moment, on ne maîtrise pas bien ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, donc il faudrait avoir un retour avant de pouvoir faire ça. Et en plus de ça, les crânes d'animaux sont quand même assez différents des crânes des humains. Donc la façon la plus simple de faire des tests, c'est de faire des tests sur des cadavres. Donc ce sont des gens qui donnent leur corps à la science. Le souci, c'est que la conservation en fait de ces parties du corps est un peu compliquée, donc il faut les conserver dans du formol. Il y a beaucoup de dégradation en fait, et donc sur du long terme, ça demande beaucoup d'organisation et surtout ça demande de toujours faire des demandes pour avoir de nouveaux corps pour pouvoir faire des expériences. Donc d'un point de vue éthique, c'est un peu compliqué. Et donc on arrive sur la quatrième solution, c'est d'utiliser des corps dits plastinés. Donc en fait, c'est un traitement de conservation du corps qui permet de garder donc, certaines parties du corps inertes. On peut les entreposer comme on veut à l'air libre, il n'y a pas de contraintes. C'est inodore aussi. Donc là, par exemple, on voit un corps entièrement plastiné qui a été réalisé pour une exposition dans un musée aux États-Unis. Donc le principe de la plastination, en fait, on va d'abord déshydrater la partie du corps qu'on veut étudier. Ensuite, on va faire fondre les graisses et on va ensuite remplacer tout ce qui est donc, graisse et tout ce qui est milieu, tout ce qui était matière molle et liquide par du silicone. Donc là, on arrive à avoir donc, des parties du corps qui se conservent sur du très long terme. Mais ce qu'on veut faire, c'est des expériences pour comprendre comment fonctionne la neuromodulation. Et la question qui se pose, c'est à quel point le fait d'avoir plastiné un corps, ça va changer les résultats, notamment sur la propagation des ultrasons à travers le crâne. Donc de là découlent les deux objectifs de mon projet de recherche. Le premier, c'était d'étudier et caractériser l'effet de la plastination sur la propagation des ultrasons à travers un crâne. Et ensuite, d'implémenter un algorithme pour pouvoir retrouver les paramètres structurels des crânes. Donc pour ce deuxième objectif, ça va permettre en fait, de pouvoir adapter les signaux à envoyer lors des traitements de neuromodulation pour chaque patient, car chaque patient a un crâne différent. Donc pour répondre à ces objectifs, j'ai effectué donc, des tests sur des crânes. Donc j'ai envoyé des ultrasons à travers les crânes. Les tests ont été réalisés dans un bassin d'eau sur un banc d'essai. Donc sur le banc d'essai, il y avait une sonde ultrasonore, un hydrophone et un crâne. Donc les tests étaient effectués dans l'eau et le signal était commandé par une interface de commande avec une carte d'acquisition et un générateur qui permettait de générer les ondes. Le point important, c'était qu'il fallait que mes expériences soient extrêmement répétables puisque j'ai effectué donc le but c'était d'étudier l'influence de la plastination sur les crânes. Et donc, il y avait des expériences avant plastination et après plastination. Et la plastination, c'est un procédé qui prend plusieurs mois. Donc,
entre deux mesures, il fallait que le banc d'essai ne bouge pas en fait, et qu'il n'y ait pas d'incertitude de mesure sur ce point-là. En plus, les gammes de fréquences, elles sont de l'ordre du kilohertz, de plusieurs centaines de kilohertz. Donc ça demandait des précisions de l'ordre du dixième de millimètre. Donc ça, c'est le banc d'essai que j'ai réalisé en extrudé aluminium. Sur ce banc d'essai, il y avait donc des pièces qui permettaient de positionner donc, les instruments de mesure, l'hydrophone, la sonde et le crâne. Et le crâne pouvait être positionné dans différentes positions. Les spécimens étudiés, donc j'avais 3 crânes, chacun séparé en 2 hémisphères. Les zones importantes, c'était donc la zone temporale et la zone pariétale, parce que c'est les zones par lesquelles on va faire passer le signal pour cibler les zones du cerveau donc, qui ont un impact dans les maladies neurodégénératives. Donc mes crânes pouvaient être placés sur le banc d'essai selon différentes positions, justement pour pouvoir cibler et étudier l'impact de la fascination sur les 2 zones. Donc là, on voit le crâne positionné sur le banc d'essai avec d'un côté la sonde ultrasonore qui envoyait l'onde à travers le crâne et de l'autre côté l'hydrophone. En fait, c'est un micro, c'est un micro pour l'eau qui recevait le signal. Donc concrètement, l'expérience elle consistait en quoi? D'abord, je prenais une mesure de référence dans l'eau, puis je prenais une seconde mesure en plaçant le crâne sur mon banc d'essai. Et en faisant le rapport des deux, j'obtenais donc le signal du crâne par rapport à l'eau. Donc en exploitant ce signal, j'ai obtenu donc, 2 valeurs importantes, la valeur d'atténuation du crâne et la valeur de déphasage du crâne. Donc là, ce qu'on voit, c'est 2 graphiques de la valeur d'atténuation du crâne. Donc le premier graphique, c'est pour le crâne 53, le deuxième, c'est pour le crâne 40. Sur chacun des graphiques, on voit en fait des courbes d'atténuation qui évoluent en fonction de la fréquence. Donc, de manière générale, ce qu'on observe, c'est que l'atténuation elle est de plus en plus forte avec la fréquence. Au sein d'un même crâne, on voit donc plusieurs courbes. Les courbes en bleu, c'est les courbes du signal envoyées dans la zone temporale, et en vert, les courbes du signal envoyées dans la zone pariétale. Et on voit qu'il y a des différences il peut y avoir des différences au sein d'un même crâne. Par exemple, pour la zone temporale, on a une atténuation qui peut atteindre 40 dB. Alors que pour la zone pariétale, l'atténuation elle peut atteindre jusqu'à 60 dB, ce qui est quand même beaucoup plus. Et ensuite, si on regarde le crâne 40, on voit que l'atténuation elle est plutôt homogène dans le crâne et qu'elle est beaucoup plus faible que pour le crâne 53 puisqu'elle atteint que 20 dB. Pour ce qui est maintenant du déphasage dans les crânes, donc même constat, il y a une différence entre chaque spécimen étudié. Et il peut y avoir des différences au sein d'un même crâne. Donc ça, ces différences, elles peuvent s'expliquer par des structures internes des crânes qui diffèrent en fonction des patients. Et surtout, d'un point de vue épaisseur de crâne, donc c'est pareil, ça montre que la structure du crâne, l'épaisseur est différente en fonction des personnes. Maintenant, pour ce qui est de l'influence de la plastination, donc toujours pareil, on a un graphique qui montre l'atténuation et un graphique qui montre le déphasage. Donc sur chacun des graphiques, il y a une courbe bleue qui représente donc l'expérience avant plastination, et en vert, c'est l'expérience après plastination, et en rouge, c'est la différence moyenne entre les deux. Donc ce qui est intéressant de remarquer, donc là c'est pour le cas spécifique du crâne numéro 40. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'entre 200 kHz et 1000 kHz, on a un impact de la plastination. Donc la plastination a ajouté une atténuation assez faible, entre 0 et 5 décibels. Puis cette atténuation, elle augmente avec la fréquence. Et pour ce qui est de la phase, la plastination n'a pas du tout ajouté de déphasage, donc il n'y a pas d'aberration supplémentaire qui a été ajoutée avec la plastination. Donc ça, c'est un point intéressant à retenir. Et en plus, c'est le cas pour vraiment tous les crânes, tous les sujets que j'ai étudiés. Maintenant, si on regarde l'influence de la plastination sur l'atténuation sur l'ensemble des crânes, donc c'est les résultats présentés sur ce graphique ici. Donc, sur le graphique, il y a 3 couleurs. La couleur verte, elle correspond au crâne 42, la couleur bleue au crâne 40 et la couleur rouge au crâne 53. À chaque fois, il y a deux courbes à mettre en avant. Donc, il y a la courbe en pointillé qui correspond au signal envoyé dans la zone temporale, et la courbe en très plein au signal envoyé dans la zone
pariétal. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la placination elle a une influence différente sur chacun des crânes. Qu'à chaque fois, la placination elle ajoute plus d'absorption pour la zone pariétale. À chaque fois, la courbe d'entrée plein est en dessous de la courbe d'entrée pointillée. Et autre remarque, c'est que entre 200 kHz et 600 kHz, pour chacun des crânes, l'atténuation engendrée par la placination elle est plus faible. Elle se situe entre 0 et 5 dB supplémentaires. Voilà pour le premier objectif. Maintenant, on peut passer au deuxième objectif du projet, qui est donc de créer un algorithme pour caractériser les paramètres structurels du crâne. Donc pour ça, j'ai utilisé donc un modèle théorique assez simple. Le crâne il était représenté par une plaque d'épaisseur fixe H, qui était en fait représenté comme étant un milieu élastique homogène. Il y a une onde qui arrivait sur cette plaque avec un angle d'incidence θ. Elle se propageait donc dans un milieu d'abord fluide qui était de l'eau, puis elle traversait le milieu qui était le crâne pour retrouver un milieu fluide qui est l'eau. Donc dans ce modèle, il y a 6 paramètres à optimiser, à trouver. C'est d'abord l'épaisseur du crâne, l'angle d'incidence que fait l'onde avec le crâne, le coefficient d'absorption du crâne, son module Young, sa densité et son coefficient de compressibilité, son coefficient de Poisson. Donc concrètement, qu'est-ce que fait l'algorithme? Je lui donne en entrée une courbe expérimentale que j'ai obtenue en envoyant une onde sonore à travers un crâne. Et lui, il va me trouver les meilleurs paramètres pour trouver le modèle théorique qui correspond le mieux. Donc ça, c'est un des exemples de résultats donnés par l'algorithme. En bleu, vous avez la courbe expérimentale obtenue lors de mes expériences, et en rouge, la courbe optimisée par l'algorithme. Donc les résultats sont assez concluants, puisque les paramètres que me donne l'algorithme en sortie sont dans la plage de valeurs trouvées dans la littérature. Et en plus, les valeurs d'épaisseur et d'angle que faisait l'onde avec le crâne sont très très proches de celles que j'avais pu mesurer lors de mes expériences. Donc pour conclure, le premier objectif c'était d'étudier l'impact de la fascination sur la propagation des ondes sonores sur les crânes. Donc premier point, c'est que entre 200 kHz et 600 kHz, on a une faible atténuation engendrée par la fascination qui est de moins de 5 décibels. Ensuite, on a une atténuation quand même différente en fonction des crânes, mais elle reste généralement du même ordre de grandeur pour un même individu. Et autre point, il n'y a pas de déphasage supplémentaire engendré par la fascination. Enfin, pour le deuxième objectif, qui était de créer un algorithme permettant de retrouver les paramètres structurels du crâne à partir d'une courbe expérimentale. Les résultats de l'algorithme sont relativement cohérents pour ce qui est de la transmission avant fascination. Et donc c'est très encourageant pour permettre des traitements de neuromodulation adaptés à chaque patient. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer une onde ultrasonore à travers le crâne d'un patient, récupérer la courbe. Grâce à l'algorithme pourrait nous donner les paramètres du crâne. Et là, on pourrait adapter le signal à envoyer dans le crâne du patient étudié pour pouvoir cibler une zone précise du cerveau et donc adapter le traitement.